Bonjour peuple du monde libre. Ceci est un communiqué de Anonymous francophone du collectif Anonymous, communiqué datant du 10 septembre 2016, pour la coalition internationale Anonymous et ses adhérents. La seule Anonymous de Wallonie a participé au devoir d'enquête à la demande de la coalition internationale d'Anonymous. Nous diffusons ce communiqué à titre d'information, pour les personnes éveillées, qui se posent des questions au sujet des Illuminati ou sociétés secrètes, et qui sont perdues à cause d'articles mensongers écrits par des complotistes. Au début du XVIIIe siècle, l'ensemble des universités états-uniennes, qu'il s'agisse d'Harvard, Dartmouth, Williams, Bowdoin, Midbury ou encore Amherst, ont été fondées par des congrégationalistes. Mais ils subissent alors la concurrence des presbytériens, ce qui incite le président d'Harvard, un charismataire, à agir. Avec l'aide de 10 pasteurs, dont 9 viennent d'Harvard, il parvient ainsi à fonder le Collegiate School of Connecticut. En 1711, Isaac Newton, Richard Steele et Earl Lyell sont approchés pour transmettre des livres de leur collection personnelle à la jeune institution. Les contacts avec Hall, devenu extrêmement riche grâce à ses activités au sein de la Compagnie des Indes orientales et en tant que gouverneur de la colonie de Madras, sont particulièrement fructueux. Non content de fournir des livres, il finance également largement l'université, qui lui rend hommage en prenant son nom, à partir de 1720, Yale University. Les étudiants et professeurs doivent prononcer une profession de foi à leur entrée dans l'établissement, et peuvent être renvoyés si leur sincérité est sérieusement mise en doute. À ce puritanisme s'ajoute un élitisme forcené. Les étudiants sont classés, dès leur arrivée à Yale, non pas en fonction de leur capacité, mais de la position sociale de leurs parents. En tête de classe, les fils ou petits-fils de gouverneurs, de vice-gouverneurs. Puis viennent les membres des familles de juges de la Cour suprême. Un plus bas dans le classement, on trouve les fils de pasteurs et d'anciens élèves. En queue de peloton, les fils de fermiers, de marchands et d'artisans. Ce classement décide de la place attribuée à chaque élève dans les salles de classe, à la chapelle et à la cantine. Ainsi Yale devient l'exemple idéal typique d'une institution reproduisant les élites et leur hiérarchie interne. Le déclassement est en général occasionné par un manquement disciplinaire, et sanctionne le fait que l'élève a ainsi entaché l'honneur de sa famille. Cette propension à l'élitisme, à la hiérarchie brutale et au puritanisme incite les élèves, à la fin du XVIIIe siècle, à monter plusieurs sociétés parallèles à l'université. Il s'agit au départ d'associations littéraires, telles que l'Inonia et Brothers in Unity. L'ensemble des élèves est appelé à adhérer à l'une ou l'autre des organisations. En 1780 la branche alpha de l'organisation Phi Beta Kappa est fondée à Yale. Plusieurs autres sociétés fleurissent à l'époque, la Beethoven Society, l'Hexaedron Club. Petit à petit, les salons littéraires perdent de leur importance, remplacés par des sociétés secrètes, plus élitistes et plus fermées. Au milieu du XIXe siècle, on en dénombre 3 principales, les Skull and Bones, crâne et os, les Scroll and Key, parchemin et clé, et Wolf's Head, tête de loup. Parallèlement, le corps enseignant de Yale décide de suivre le mouvement. 6 ans après la création de Skull and Bones, 6 membres de l'élite enseignante de l'université se réunissent au sein du club, bientôt appelé le Old Man's Club. Parmi ces 6 membres fondateurs, on trouve les professeurs Josiah Willard-Gibbs et Theodore Dwight Woolsey. Bientôt, l'organisation comptera dans ses rangs William Howard Taft, le futur chief justice du Connecticut Simeon Baldwin, l'universitaire Thomas Bergin, le neurochirurgien Harvey Cushing. La Skull and Bones, littéralement crâne et os, est une société secrète de l'université Yale aux États-Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms Chapter 322 et Brotherhood of Death, Fraternité de la mort. Ce serait la première société secrète qui a vu le jour à Yale, sous l'impulsion de William Huntington Russell et Alphonso Taft en décembre 1832. Elle constitue l'une des plus prestigieuses sociétés secrètes américaines, avec Scroll and Key, Wolf's Head, Book and Snack et Berzelius. Quelques sociétés d'honneur implantées dans d'autres universités se sont visiblement inspirées des Skull and Bones ou possèdent un prestige similaire, ses membres étant reconnus comme l'élite par les étudiants. Ce sont par exemple les Cap and Skull à l'université Rutgers,
la société Bishop James Madison au collège de William & Mary, ou le Zero Honor Society à l'université de Miami. Il existe d'autres sociétés portant le nom Skull and Bones, à l'université d'État de Pennsylvanie ou encore à l'université Vanderbilt. Depuis sa fondation, en 1832, cette organisation est restée dans l'ombre. Jamais aucun de ses membres n'a parlé. Aucun n'a jamais admis, même à ses proches, faire partie de ce club très sélect. La règle est d'airain, si quelqu'un évoque le simple nom de l'organisation en présence d'un bonnet-man, celui-ci doit sortir de la pièce. Ceux qui ont forgé le caractère de l'Amérique, depuis qu'elle n'est plus une puissance mineure, ont eux-mêmes été formés dans cette société secrète. À une époque où tout ce qui pouvait être caché a été mis au jour, ces murs détiennent les derniers secrets qui existent encore des USA. On compte dans ces rangs 3 présidents, 2 juges de la Cour suprême, un patron de la CIA, une multitude de sénateurs et même des acteurs, sans compter les hommes d'affaires. George Bush, dont le père, le grand-père et le cousin sont aussi des bonnet-man, a choisi pour son cabinet et certains postes importants de la diplomatie nombre de ses frères, comme Evan Galbraith, ex-ambassadeur en France, aujourd'hui représentant en Europe du secrétaire à la Défense, ou bien le responsable de la Security and Exchange Commission, le gendarme de la Bourse, ou encore le directeur adjoint du groupe des conseillers économiques. La confrérie de la mort, The Brotherhood of Death, comme la société aime se nommer, a été dominée par les noms les plus éminents de l'establishment américain et les grandes fortunes, Bush, Harriman, Phelps, Rockefeller, Taft, Whitney. Les Skull and Bones sont tout simplement le club de l'élite, de la classe dirigeante, encore aujourd'hui, comme en témoigne la présence de George W. Bush et de John Kerry, liés par conséquent par un pacte secret. Le fonctionnement de l'organisation est aujourd'hui mieux connu. 15 membres sont recrutés chaque année, ce qui permet d'estimer à environ 800 le nombre de membres vivants de l'organisation à n'importe quelle date donnée. Encadrés par des membres plus anciens, les 15 nouveaux impétrants se réunissent 2 fois par semaine pendant un an, pour discuter à la fois de leur vie, de leurs études ou de leurs projets professionnels. Des débats sur des questions politiques et sociales ont également lieu. Une fois par an, la société organise une retraite à Dairyland, une vaste île située dans le fleuve Saint-Laurent, près de New York, où a été construit un club cossu à l'anglaise conformément à la volonté de George Daniel Miller, membre des Skull and Bones et généreux donateur de la résidence. Quelques membres célèbres font partie de la société secrète tels que Prescott Bush, George Herbert Walker Bush, George Walker Bush, John Kerry, Edward Henry Harriman, William Chauvenet, le petit-fils de James Fenimore Cooper, Knight Ellery, James Henry Nemalon, Frédéric Wallace Smith, fondateur de FedEx, Austin Goolsbee, économiste en chef de Obama, William Francis Buckley, fondateur du National Review, Dana Milbank, reporter politique pour le Washington Post. Il faut savoir que William Huntington Russell est né le 12 août 1809 à Middletown, Connecticut, et décédé le 19 mai 1885, était un homme d'affaires américain, un éducateur et un politicien. Il est connu pour être le cofondateur, avec Alphonso Taft, de la fraternité étudiante The Skull and Bones de l'université Yale aux États-Unis. Celui-ci appartient à la grande famille Russell, dont l'un des membres, le révérend Noah Russell, membre éminent de l'église congrégationnaliste, a participé à la création de Yale. La famille Russell s'est également impliquée dans la Grande Guerre de l'opium, qui oppose le Royaume-Uni à la Chine dans la première moitié du XIXe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, l'opium cultivé au Bengale, avec la bénédiction de l'Angleterre, est soumis à un monopole d'exploitation confié à la Compagnie des Indes orientales, une société qui dépend directement de la couronne et à laquelle l'UYAL a participé par le passé. La guerre de l'opium, qui commence vers 1815, vise à introduire de force cette drogue sur l'énorme marché chinois. Samuel Russell, cousin de William Russell, est un important protagoniste de la guerre de l'opium. De nationalité états-unienne, il est le fondateur de la Russell et compagnie en 1813, qui va concurrencer, dans les années 1820, la domination britannique sur le trafic de drogue en direction de la Chine. L'un des membres éminents de la société était Warren Delano, Jr., le grand-père de Franklin Delano Roosevelt.
Des membres de Skull and Bones ont également joué un certain rôle dans l'univers des médias. Henry Luce et Britton Wadden, tous deux membres de l'organisation, depuis 1920, auraient notamment eu l'idée de créer le journal Time lors d'une réunion à la Tombe. Avril Harriman, de son côté, a fondé le journal Today, qui fusionna en 1937 avec une autre revue pour devenir Newsweek. Les connexions au sein de la CIA sont particulièrement impressionnantes. William F. Buckey, membre ultra-conservateur de l'agence et propagandiste réputé, a été membre de l'association, tout comme son frère, James Buckley, sous-secrétaire d'État à la sécurité, aux sciences et aux technologies, dans le gouvernement de Ronald Reagan, un poste où il supervisait l'octroi de l'aide militaire états-unienne à destination des régimes de droite. Hugo Cunningham, Bones de 1934, a lui aussi accompli une longue carrière dans les services états-uniens, de 1947 à 1973. C'est également le cas de William Bundy, bonneman de la promotion 1939, et de Dino Pionzio, Bones de 1950, chef de station de la CIA à Santiago en 1970, où il s'employa à déstabiliser le régime de Salvador Allende. Le fait que l'organisation serve de moyen de reproduction à l'élite économique et politique du pays lui a assuré une bienveillance inhabituelle des autorités américaines. Ainsi, en 1943, un acte législatif spécial adopté par l'État du Connecticut a exempté les associés du Russell Trust Association, qui gère, entre autres, les avoirs de la société secrète, de remplir un rapport d'activité comme n'importe quelle autre société. Voici donc où débute le mal dominant des sociétés secrètes dites aussi appartenant à la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, d'où ça vient? Le nom de la franc-maçonnerie et ses usages traditionnels remontent aux corporations anglaises du XVIIe siècle. Lorenzo Corsini, né le 7 avril 1652, d'une célèbre famille dont était membre saint André Corsini, et mort le 6 février 1740, est un pape de l'Église catholique, qui régna sous le nom de Clément XII. Clément XII alias Lorenzo Corsini, écriva une bulle pontificale émise le 28 avril 1738, un texte en latin dénommé In Eminenti Apostolatus Specula, qui signifie en français Constitution valable à perpétuité, qui est un texte contre la franc-maçonnerie. Le sévère et véhément réquisitoire évoque alors de reproches principales à la franc-maçonnerie, le multiconfessionnalisme des loges et le fait que les initiés prononcent un serment secret qui ne peut être, selon le texte, que suspect. La publication du Vatican intervient quelques années après la création de la Grande Loge de Londres, en 1717, par Jean-Théophile Desaguliers et James Anderson. En 1738, la France ne compte pas plus de 300 ou 400 francs-maçons, initiés alors depuis moins de 10 ans. Le texte papal, In Eminenti Apostolatus Specula, est repris par plusieurs des successeurs de Clément XII le 18 mai 1751. Le pape Benoît XIV condamne l'ordre maçonnique dans l'encyclique Provida Romanorum Pontificum. Celle-ci interdit à tout chrétien catholique la fréquentation des francs-maçons. En 1821, le moine bénédictin Pie VII dénonce toute forme d'activité maçonnique dans le document Ecclesiam à Jésus Christo. En 1826, Léon XII y va de sa condamnation dans Quo Graviora. Le 24 mai 1829, Pie VIII publie les intentions de son pontificat dans l'encyclique Tradite Humilitati Nostrae. Celle-ci témoigne également d'une prise de position houleuse envers la maçonnerie. Le 15 août 1832, l'encyclique Mirarivo de Grégoire XVI ne mentionne pas la franc-maçonnerie mais condamne l'indifférentisme religieux, qui est l'une des charges souvent retenues contre la franc-maçonnerie par les textes pontificaux. Certaines sources catholiques romaines identifient ce document comme antimaçonnique. Le pape Pie IX, qui effectua le plus long pontificat de toute l'histoire, prohiba lui aussi la franc-maçonnerie au travers du texte Quipuribus. Entre 1854 et 1873, 4 encycliques et une bulle, antimaçonniques, sont publiées par Pie IX, dont Quipuribus, en 1846, et Quanta Cura en 1864. En 1917, le Code de droit canonique déclare explicitement que l'appartenance à une loge maçonnique entraîne l'excommunication automatique. Le 19 mars 1937, le pape Pie XI fait publier Divini Redemptoris,
une encyclique portant sur le communisme athée et déclarant qu'il est intrinsèquement pervers. Le 26 novembre 1983, 10 mois après la révision de la loi canonique, une déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, alors dirigée par le cardinal Joseph Ratzinger, devenu depuis le pape Benoît XVI, réaffirme l'interdiction faite aux catholiques de rejoindre la maçonnerie sous toutes ses formes ou tendances. Le 2 mars 2007, le Vatican redit son opposition aux francs-maçons. Le Saint-Siège rappelle également avec la Congrégation pour la doctrine de la foi que l'adhésion à une loge maçonnique demeure interdite par l'Église. Ceux qui y contreviennent sont en état de péché grave et ne peuvent pas avoir accès à l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'œil utilisé par certaines sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie? L'œil de la providence ou l'œil omniscient est un symbole montrant un œil entouré par des rayons de lumière et habituellement dans la forme d'un triangle parfois appelé delta lumineux. Il est généralement interprété comme la représentation de l'œil de Dieu exerçant sa surveillance sur l'humanité, d'après les sociétés secrètes franc-maçonnes. Le grand sceau des États-Unis, notamment visible sur le billet d'$1 américain, représente une pyramide tronquée, dont le sommet est éclairé par l'œil de la providence, qui représenterait l'aboutissement de l'illumination, la connaissance. Au-dessus est inscrite la devise Annui Coepti, et au-dessous, Novior Seclorum. L'inscription en numération romaine à la base de la pyramide correspond à 1776, année de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ce symbole est repris sur divers supports et peut avoir des significations plus ou moins différentes. Il est par exemple présent sur le grand sceau des États-Unis d'Amérique. On le trouve aussi ou encore l'œil de la Providence est visible dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Des représentations d'un œil omniscient se trouvent dans la mythologie égyptienne, avec l'œil Jah qui est aussi un symbole de protection. Comme dans l'Antiquité, l'œil du dieu des monothéismes juifs, chrétiens ou musulmans voit et entend tout. Parfois, l'œil divin apparaît dans le ciel, en tour de nuée qu'il dissipe, il rayonne de lumière. Il peut aussi être inscrit dans un triangle, symbole de la Trinité divine. La franc-maçonnerie, comment ça fonctionne? La franc-maçonnerie est organisée en obédience et en loges, où une obédience fédère plusieurs loges. Les loges, elles, regroupent au minimum 7 frères, noms que les membres se donnent entre eux, selon une appartenance régionale ou corporatiste. Les frères se réunissent dans des temples, maximum 2 fois par mois entre septembre et juin, le soir et pour une durée de 3 heures, afin d'y discuter de sujets les concernant. Les obédiences et les loges sont fortement structurées et hiérarchisées, codées par de nombreux rites. Les tenues, réunions rituelles, sont par exemple conduites selon des codes de prise de parole, d'écoute et de silence, accompagnés de phrases rituelles. De même, les francs-maçons possèdent leur vocabulaire propre. Par exemple, il pleut désigne la présence d'un non-initié. D'autre part, avant de prétendre au titre de franc-maçon, le candidat sera soumis à un rite initiatique très pointilleux. Le moment le plus important pour les francs-maçons est ce qu'ils appellent l'initiation. Introduite dans le temple les yeux bandés, les nouveaux arrivants sont soumis à un rite, dont la mise en scène varie selon les loges ou ateliers. Ce rite commence par un enfermement dans un cabinet de réflexion où sera rédigé leur testament philosophique. C'est uniquement à la suite de cette cérémonie que le nouveau membre pourra ôter son bandeau et découvrir le temple. Il sera dès lors apprenti, ne pouvant pas prendre la parole durant les réunions, avant de devenir compagnon, puis maître. Les rites maçonniques égyptiens forment une famille de rites maçonniques nés au début du XIXe siècle, dans le sillage de la campagne d'Égypte. Les rites de Memphis-Misraïm illustrent la présence, dans la franc-maçonnerie, de l'ancestral thème des mystères de l'Égypte antique et de ses temples, qui a entre autres donné naissance à de conséquents édifices de haut grade. 4 rites écrivent l'histoire de la maçonnerie égyptienne, le rite de Misraïm, le rite de Memphis. Le rite de Memphis et Misraïm issu de leur fusion à l'époque de Giuseppe Garibaldi et le rite de Memphis-Misraïm, tel que rénové par Robert Amblin. Réformé par Robert Amblin en 1960, les rites égyptiens se sont jusqu'à nos jours singularisés par l'importance accordée à l'occultisme, au sein duquel naît notamment la haute philosophie. La hiérarchie initiatique que présentent les rites propose à l'initié l'étude de mythes et symboles, intimement liés aux contrées du Nil.
En ce qui concerne les hauts grades des rites égyptiens tels qu'ils sont pratiqués au Grand Orient de France, la situation est différente, puisqu'ils sont pratiqués suivant l'échelle ramenée à 33 degrés définie par l'accord de la fusion de 1862 mené par Marconi de Nègre. Voici les 33 degrés détaillés. 1. Apprenti 2. Compagnon 3. Maître 4. Maître discret 5. Maître sublime, maître des angles 6. Chevalier de l'arche sacrée 7. Chevalier de la voûte secrète 8. Chevalier de l'épée 9. Chevalier de Jérusalem 10. Chevalier d'Orient 11. Chevalier Rose-Croix 12. Chevalier de l'Aigle Rouge 13. Chevalier du Temple 14. Chevalier du Tabernacle 15. Chevalier du Serpent 16. Sage de la Vérité 17. Philosophe hermétique 18. Chevalier Kadosh 19. Chevalier du Royal Mystère 20. Grand Inspecteur 21. Patriarche Grand Installateur 22. Patriarche Grand Consécrateur 23. Patriarche Grand Eulogiste 24. Patriarche de la Vérité 25. Patriarche des Planisphères 26. Patriarche des Védas sacrés 27. Maître égyptien, Patriarche d'Isis 28. Patriarche de Memphis 29. Patriarche de la Cité mystique 30. Sublime Maître du Grand œuvre 31. Grand défenseur du rite 32. Prince de Memphis 33. Patriarche Grand conservateur, Arcana Arcanorum. Les rites maçonniques dits égyptiens sont de nos jours pratiqués dans plusieurs obédiences. La plupart d'entre elles sont françaises et issues de l'éclatement de la Grande Loge du rite ancien et primitif de Memphis-Mizraïm, en 1998. Il est intéressant de remarquer que la franc-maçonnerie est toujours interdite pour chrétiens, catholiques, etc. Et que durant l'histoire des cathédrales ont été infiltrées par ces mêmes francs-maçons, tout comme le prouve pour n'en citer qu'une la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, qui est la plus vieille cathédrale d'Europe du Nord. Depuis les débuts de sa construction au 8e siècle sous le règne de Charlemagne, qui fera d'Aix-la-Chapelle sa capitale, l'édifice n'a jamais cessé d'être admiré. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Nous en avons terminé pour ce devoir d'enquête, daté du 10 septembre 2016, qui est primordial pour les yeux du peuple, seule la vérité rend libre. Nous Anonymous pour la voix du collectif francophone appelons nos frères et sœurs à partager l'information auprès de vos proches, afin de faire cesser les articles de théorie du complot, qui n'engendrent que du profit, auprès des écrivains de ces théories fumistes, et ne répondent pas aux vraies questions du peuple. Nous luttons pour la vérité. Pour connaître le futur nous devons connaître le passé. Nous sommes Anonymous, nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.